Bonjour et bienvenue dans le Journal Écho. C'est parti pour une nouvelle saison sur Lyon Décideur TV. À quelques semaines des 25 ans de l'inscription du Vieux-Lyon au patrimoine mondial de l'UNESCO et à quelques jours des 4 ans de la disparition de Régis Néret, le président de l'association Renaissance du Vieux-Lyon, Frédéric Oria, est notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Renaissance du Vieux-Lyon, une association qui a joué un rôle clé pour sauver le Vieux-Lyon quand il a failli disparaître, sous Louis Pradel, avec un certain Régis Néret à la manœuvre. Exactement. Alors c'est des projets en fait qui sont revenus à plusieurs reprises parce que le quartier s'est vraiment paupérisé à partir du XIXe siècle. C'est-à-dire que les canuts ont quitté le quartier, enfin voilà, et on s'est retrouvé avec un quartier essentiellement peuplé d'immigrés. Il y avait heureusement le palais de justice, mais dès Herriot, en fait, dès Édouard Herriot, donc, on a commencé à avoir des projets de faire un marché de gros, puisque le marché de gros était sur le quai Romain-Rolland, moderne, donc en rasant une partie du quartier. Donc on a du mal à l'imaginer, mais le Vieux-Lyon a failli être rasé dans les années 60. C'est ça, on avait vraiment, vous le voyez bien, le pont Join qui est très très large, là, qui arrive de la rue Grenette. Donc quand on vient de la Presqu'île, là, il avait débouché normalement sur une sorte de voie rapide qui montait à Fourvière. Et heureusement, ce projet a été stoppé donc, par les habitants et la Renaissance du Vieux-Lyon, puisque à l'époque, la Renaissance du Vieux-Lyon était essentiellement... disons, avec des adhérents qui étaient du quartier. Alors, comment la bataille s'était organisée à l'époque ? Dans un premier temps, il fallait reconnaître la valeur du quartier. Alors, on a la Jeune Chambre économique à l'époque. Régis Néret, dont on parlait, donc, faisait partie de la Jeune Chambre économique. Marc Lévin, enfin, ils étaient à 3 ou 4 comme ça, à avoir quelque part investi la Renaissance du Vieux-Lyon parce qu'ils voyaient le potentiel touristique du quartier. Donc, ils ont voulu le mettre en valeur et ça s'est traduit, par exemple, par un 8 décembre 1959 où, quand il faisait nuit, en mettant un éclairage et du son, on voyait un peu moins que le quartier était vraiment dans un état très dégradé. Donc là, les gens ont commencé à venir, et puis après, ma foi, la bataille avec des courriers, y compris au ministre justement, de la Culture. Ce que j'allais vous demander, c'est, outre l'action de ces défenseurs du Vieux-Lyon, qu'est-ce qui a fait tourner, j'ai envie de dire, le vent du bon côté ? Quels ont été les facteurs déterminants pour sauver le Vieux-Lyon ? C'est un changement un petit peu de la notion de patrimoine. Avant, on n'avait que des monuments historiques. Et puis il y a un petit peu ce qu'on a autour, qu'on surveille pour voir qu'on ne fasse pas n'importe quoi autour. Et là, donc, il y a un changement de paradigme, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est la loi Malraux qui va sortir, donc, qui est en partie due à des quartiers comme le Vieux-Lyon, avec des écrits, effectivement, en direction du ministre de la Construction de l'époque ou du ministre de la Culture, donc Malraux, qui va faire son discours, qui dit que en fait, les hommes ne cherchent plus seulement des beaux bâtiments, mais ils retrouvent leur mémoire, leurs souvenirs, en fait, dans des quartiers anciens. Et on va changer la réglementation avec une nouvelle loi. C'est-à-dire qu'on peut avoir non pas un monument, mais un secteur, ce qu'on appelle les secteurs sauvegardés, justement, avec le premier en France, ça a été le Vieux-Lyon, le tout premier. Donc, c'est le temps que les choses se fassent, c'était en 64 déjà. Donc, on a eu le premier secteur sauvegardé de France, et par la suite, eh bien, ça a mis un coup d'arrêt aux destructions, en tout cas, aux ardeurs, disons, destructrices, bétonnantes. Est-ce qu'à un moment donné, ça s'est joué à peu de choses À très peu de choses, c'est vraiment... on le voit bien d'ailleurs parce que la rue Mercière, le bout de la rue Mercière, par exemple, qui va entre l'ancien pont du Change et la rue Grenette, n'a pas été sauvé. On a des immeubles là qui remplacent en fait des bâtiments qui étaient de la même valeur que la partie rue Mercière où on a tous les restaurants. Et on voit bien rue Mercière, rue Saint-Jean... Au niveau architecture, disons, histoire, on n'est vraiment pas loin. C'est le même type de bâtiment et de richesse de la ville, en fait. Alors, le Vieux-Lyon préservé, sauvé, il y aura la restauration ensuite. Et puis, 98, son inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'était la suite logique. Eh ben, pas complètement en fait. Ce qui se passe, c'est que il y a un nouveau maire à cette époque-là, donc Raymond Barre. On a eu une grosse période de mise en valeur à partir des années Michel Noir, donc de plans couleurs, plans éclairage, etc. Donc le fait de la lumière qui s'est développé. Et là, donc, Raymond Barre, sans mettre dessous, cherche un moyen de faire rayonner la ville. Et là, l'idée vient de Régis Néret, une fois de plus. Donc là encore, on retrouve Régis Néret. Qui va voir le président de la RVL de l'époque, de la Renaissance du Vieux-Lyon de l'époque, qui est Denis Hérault, et qui lui dit on pourrait peut-être proposer Lyon en fait, pour l'UNESCO. Alors je dis Lyon, mais en fait c'est le Vieux-Lyon à l'époque. Et c'est une proposition d'abord d'agrandir avec Fourvière, donc dans le périmètre, parce que Zdine Chaouch, donc qui était l'envoyé par l'UNESCO, qui était lui-même archéologue, donc trouvait dommage de ne pas mettre la partie romaine, gallo-romaine, avec la partie médiévale, Renaissance. Et puis en fait, avec le groupe qui s'est constitué pour définir un périmètre, autour de Didier Replin, par exemple, qui était architecte des monuments historiques. La Renaissance du Vieux-Lyon même a fait pour le dossier UNESCO la rédaction de l'histoire du patrimoine et puis la partie aussi illustration avec Yves Nerol. Et donc on a
naturellement trouvé que finalement les anciens remparts, prenant presque 1000 ans de la ville, étaient la limite d'un périmètre cohérent. Et c'est comme ça que le dossier va être proposé. Il faudra tout le poids de Raymond Barre pour que ça passe la barrière. Le poids de Raymond Barre et de la Régis Niret qui était à la manœuvre. Voilà, mais disons pour passer la barrière ministère de la Culture, puisque c'est quelque chose qui est proposé au niveau national, pour qu'à Paris on se dise, ben oui, à Lyon, il n'y a pas seulement le tunnel et l'industrie. Il a fallu quand même tout le poids de Raymond Barre et du premier coup. Le dossier a été accepté, c'est en décembre 98 à Kyoto, donc alors le 3, le 5 décembre, voilà, bon, avec les décalages, qui a été déclaré donc le site historique de Lyon comme patrimoine mondial de l'UNESCO. Voilà, donc en décembre, on va fêter les 25 ans. Alors, quel bilan est-ce qu'on peut faire 25 ans après? Est-ce qu'on peut dire que Lyon est devenue une vraie ville touristique avec ses avantages et ses inconvénients parfois? Alors c'est vrai qu'on a c'est un atout indéniable pour le tourisme, mais ça a été aussi un gros atout pour la prise en charge et pour la prise en compte, disons, par les pouvoirs publics de la valeur de ce site. Donc on a bien vu un investissement qui ne s'est jamais démenti en fait, quelles que soient les majorités au pouvoir, aussi bien donc à la ville, un peu moins la métropole, ça dépend vraiment de la ville ça, pour développer, restaurer avec des plans, enfin des contrats, disons, ville-État pour le patrimoine, donc il y a ce côté-là. Et il y a, je pense, une fierté et une conscience des Lyonnais de la valeur, finalement, de leur ville. C'est vrai qu'avant les années 90, on avait quand même des façades qui n'étaient pas forcément très entretenues, et bon, il venait pas à l'idée de grand monde autour de Lyon et un peu plus loin de venir passer des vacances à Lyon. C'est une ville d'affaires. Et là, même si le gros du chiffre d'affaires, du tourisme, c'est sur le tourisme d'affaires, on a quand même beaucoup de badauds, beaucoup de grands Lyonnais qui viennent se promener, en particulier dans le Vieux-Lyon. Et c'est notre problème quelque part, c'est que je répète, c'est bien le site historique, ça va donc jusqu'au Rhône, ça va jusqu'à Énay, ça va jusqu'au boulevard de la Croix-Rousse, et ça va derrière Fourvière, c'est tout ça qui est à l'UNESCO, mais les gens gardent en tête uniquement encore toujours le Vieux-Lyon. Alors c'est donc l'endroit où il y aurait peut-être une surfréquentation touristique. Voilà, avec des cars, etc. Sur un petit bout. C'est pas tellement les cars le problème, ce sont les badauds le week-end qui font qu'on a du mal à avancer avec tous ces nombreux glaciers et restaurateurs avec des guillemets. Et puis on a aussi la surfréquentation sur la liaison Vieux-Lyon-Fourvière, où la ficelle est tellement fréquentée qu'on en arrive même à arrêter les escalators parce que les gens n'arrivent pas à monter dans la ficelle, il faut attendre 3, 4, 5 ficelles. Ce qui pose problème pour les gens qui vivent ou qui travaillent d'ailleurs, parce que il n'y a pas moyen d'avoir. Qu'est-ce que vous suggérez alors? Il y a une deuxième ficelle qui n'est plus utilisée mais dont il reste le tunnel, celle de Saint-Paul, la fameuse ficelle des morts, là, qui part de Saint-Paul et qui arrive derrière Fourvière dans le fameux parc des Hauteurs. C'est vrai que là ce sera un bon moyen de désengorger la ficelle. Et surtout une vraie signalétique et des parcours bien fléchés. Donc c'est ce pourquoi vous plaidez auprès de la mairie du Citral. Voilà, parce qu'on est en train de revoir le plan de gestion UNESCO justement avec la ville en tant qu'association patrimoniale établie. Enfin, l'association date de 1946. Bon, les faits de gloire sont effectivement dans les années 60 et en 98 avec l'UNESCO. Mais on propose à la ville, enfin on est de droit, disons, en tant que qualifié, enfin personne qualifiée, dans les commissions locales qui aussi bien revoient le plan de sauvegarde et de mise en valeur que celui du plan de gestion de l'UNESCO. Et donc à ce niveau-là, il nous semble que des parcours s'imposent pour bien diffuser. Il faut mieux répartir dans le temps et dans l'espace les touristes pour que ça ne devienne pas un surtourisme qui pèse. Le vrai danger, en réalité, c'est la transformation des commerces et la transformation des logements en partie en Airbnb. Et on voit les populations et les familles en particulier qui quittent les quartiers. On a des classes qui ferment en fait sur le site historique. Ouais. Alors on en revient à Régis Niret avec un hommage qui va lui être rendu à lui et à sa femme Annie, disparue peu de temps avant Régis. Alors avec un banc et une sculpture sur la promenade qui porte leur nom. Exactement, voilà. Donc là, c'est dans une belle continuité entre les différentes majorités. Donc on avait commencé le travail avec la majorité précédente et avec celle-là, donc la promenade où se trouve le marché de la création. Et bon, Annie Niret a été membre justement de la commission de choix des artistes pour le marché de la création. C'est un projet qui leur était cher aussi. Ils étaient très investis dans le monde artistique, culturel, enfin, dans plein de domaines, social aussi. Donc, effectivement, on a une promenade Annie-Régis Niret qui longe la Saône, donc du Palais de Justice jusqu'à Saint-Paul. Et sur cette promenade, en face de le logement qu'ils ont occupé pendant 35 ans, voilà, le projet pour les 25 ans de l'UNESCO, c'est de leur faire une statue donc, qui les représente tous les deux assis,
regardant leur vieux lion, voilà. Assis sur un banc, le tout en bronze, et tout ça doit être inauguré en décembre. On est déjà en contact avec le cabinet du maire, par exemple, pour que ça se fasse vraiment tout à fait officiellement. Alors un mot de l'artiste qui va réaliser l'œuvre, Annick Leroy. Leroy, voilà, exactement. Alors Annick Leroy, on l'a choisie parce qu'elle est habituée de ce qu'on appelle les statues mémétiques, c'est-à-dire qu'elle est capable de faire à l'identique des personnes. Elle a beaucoup travaillé, entre autres en Bretagne, donc à Carex, pour faire des coureurs comme Bernard Hinault, par exemple, sur un peloton avec d'autres coureurs, des chanteuses aussi locales, et les gens les reconnaissent vraiment. Et là, quand on a vu les modelages en terre, avec Michel Néret et d'autres, je pense à Annick Liou, qui a travaillé avec Néret pendant des années, c'était très surprenant de se retrouver avec eux, parce qu'on a choisi de ne pas les montrer en fin de vie, donc en 2019, très âgés, mais de les montrer plutôt dans les années 90, quand ils étaient encore tous les deux, aussi bien l'un que l'autre, à fond. Annie, il faut bien voir qu'Annie, elle est restée pendant pratiquement 50 ans présente à la RVL. Nous, on connaît beaucoup Annie, et Régis, bon, c'était ses idées, mais il avait beaucoup d'autres occupations, la presse, bien sûr, entre autres, mais il s'est battu aussi pour la Altony Garnier, enfin voilà, plein de choses. Alors, il y a un appel à souscription pour financer cette sculpture. Exactement, parce que le poids en bronze, effectivement, ça nous fait un gros coup. Là, on a un budget d'à peu près 100 000 € pour pouvoir également l'entretenir, l'assurer, la faire poser. Et là, c'est la fonderie Barthélemy qui est à Crest, donc qui est la fonderie d'art par excellence dans toute la région, et même un peu plus largement. Et donc, pour cet appel à dons, on a mis ça sur notre site internet. Tous les dons sont bienvenus. Donc on peut aller sur le site de la Renaissance du Vieux-Lyon. On va voir apparaître en même temps que vous l'évoquez. On dit toujours, bien sûr, il y a des déductions fiscales possibles. Tout à fait. Aussi bien pour les particuliers que pour les entreprises. Là, on a pas mal d'entreprises. On a beaucoup de particuliers, des gens qui ont déjà donné 2 fois. On a commencé seulement au mois de janvier, en fait, la souscription. On a déjà à peu près presque 60 000 €. Il nous en manque encore 40 000 quand même, il faut bien le dire. Donc l'appel est lancé, voilà, n'hésitez pas. Et alors, on va sur le site, après, il faut faire taper association, et puis un banc avec Annie et Régis. Et voilà. Exactement, vous verrez, ça défile, on le retrouve facilement. Et bon, si vous voulez avoir votre nom au dos du banc, pour les grands donateurs, c'est à partir de 1 000 € pour les individuels. Et pour les entreprises, il y en a déjà quelques-unes, donc c'est à partir de 5 000 €. Mais là, il nous manque vraiment 40 000 €. Si c'est plus gros, ça n'est pas un problème. Voilà, on rappelle donc le calendrier pour cette fin d'année par rapport à cette œuvre. Donc, c'est en ce moment même donc la souscription. Il faut vraiment finir là. Là, on est en train on a déjà les cires, donc le tirage en bronze se fait courant septembre. On va installer ça au plus tard en novembre pour une inauguration en grande pompe, donc début décembre. Mais là, on repassera des informations pour la date exacte, peut-être le 4. Enfin, on n'est pas encore sûr à 100% de la date, parce qu'il y a plein de choses qui se calent là-dedans. Mais on est autour de l'anniversaire des 25 ans de l'UNESCO. Très bien, voilà. Et puis je vous laisse découvrir ce petit document qui a été réalisé par Michel Néret, la sœur de Régis. Merci Régis et Annie. Lyon, patrimoine mondial de l'UNESCO. Merci beaucoup Frédéric Orion. Et c'est vrai que d'être venu sur ce plateau. Merci. Je précise effectivement qu'on travaille évidemment avec la famille, avec beaucoup d'amis autour d'eux. Enfin, c'est un travail très large qui implique beaucoup de gens. Parce qu'effectivement, c'est un projet quand même qui, par une association, même si on est à peu près 300 adhérents, est d'envergure. Donc là, ça nous permet de mener les choses à bien, en très bonne intelligence avec la ville, la métropole, enfin tout le monde, quoi. Merci beaucoup Frédéric Oria. Merci à Michel Néret, bien sûr, qui se démène beaucoup. Merci évidemment à Régis Néret pour tout ce qu'il a fait pour Lyon et pour la presse lyonnaise. Bonne reprise, belle rentrée. À très bientôt. Merci, au revoir. Merci, au revoir.